Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un tour rapide. Alors, rapide, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va essayer de balayer un petit peu tout cela. Que le 2 février, c'est tous les ans la journée mondiale des zones humides en hommage à la signature de la convention de Ramsar, enfin à Ramsar plutôt, de la protection des zones humides qui a été fait le 2 février 1973. Donc, comme ce sont des longues festivités, ça commence tôt, hein, et puis ça commence dès janvier, et puis on peut le faire après en février. On s'est dit on allait parler un petit peu des zones humides en général, et notamment bon, pas que, mais de la biodiversité aussi de ces milieux aquatiques et semi-aquatiques. Tout ça dans une région donc riche en espaces naturels, puisque on a une région. Alors, on a parti, parce que j'y vois que dalle. Voilà, et j'y verrai rien parce que je vais les embuer, mais bon, ça va. Donc, de par sa géologie, on a vraiment, de sa formation, on a vraiment une région qui est très riche en zones naturelles et notamment en zones humides, hein. On a vraiment une grosse diversité de milieux, climat atlantique qui favorise effectivement beaucoup de choses, beaucoup d'espèces remarquables et surtout une hydrographie riche qui se croise avec une pression anthropique marquée, puisqu'on est une région, une métropole, un département très attractif, hein. Les départements, je crois que c'est tous les ans, c'est 20 000 habitants par an en Gironde, dont une bonne partie à Bordeaux Métropole, évidemment, mais pas que. Et puis des acteurs très variés sur tout ce territoire, et on verra que sur les zones humides, voilà, les lunettes sont aussi humides. Donc les acteurs vont être très variés. Donc, ça va sur la protection des zones humides, ça peut parfois aussi coincer ou être compliqué de protéger ces milieux dans lesquels on va, donc en Aquitaine, on retrouve une biodiversité variée, mais par exemple, sur les exemples qui vous sont donnés ici sur ces espèces-là, les espèces protégées qu'on va trouver sur les espèces végétales protégées, par exemple, il y en a quand même une bonne partie qui sont en zone humide. D'ailleurs, la petite silhouette que vous avez là, c'est de la fritillaire pintade qui va se développer sur les prairies de fauche à tendance très humide. Si on regarde les bestioles en bas ici, les odonates, libellules ont impérativement besoin d'une zone humide pour compléter leur cycle de développement. Les amphibiens, les 21 espèces d'amphibiens en Nouvelle-Aquitaine ont aussi absolument besoin de l'eau pour compléter leur développement. Dans les 416 espèces d'oiseaux, il y en a à peu près 50% qui dépendent des zones humides, que ce soit pendant une phase de leur vie ou que ce soit parce que ce sont des oiseaux aquatiques. Donc tout ça pour dire que ces zones humides ont un aspect très important. Et on parlait de l'Aquitaine tout à l'heure. Voilà, l'Aquitaine est vraiment une région qui est irriguée par un ensemble de cours d'eau et de zones humides qui est très important et qui met en valeur et qui met en exergue justement cet aspect fondamental dans la protection et la connaissance des zones humides. Alors, petite définition un peu bête et méchante, ça, je suis allé la tirer sur les sites, hein, donc site qui est zoneshumide.org. Donc, ce sont des terres recouvertes d'eau peu profonde ou bien imprégnées d'eau qui le sont de façon permanente ou temporaire. Donc, une zone humide va avoir de l'eau. Cette eau va la recouvrir au moins l'imprégner. Donc, ça va correspondre aussi à des prairies imprégnées d'eau, mais non inondées en permanence. Et elles vont se rencontrer de façon ubiquiste un peu dans tous les paysages qu'on va pouvoir trouver et qui leur correspondent. C'est les estuaires, les rivières, les lagunes, les étangs, les marais, les tourbières, les prairies humides. Cette définition bon, elle change un petit peu. Il y a plusieurs définitions. Il y en a qui vont dire que ça va jusqu'à la partie, donc 6 mètres sous l'estran, donc qui va être 6 mètres sous le niveau des marées les plus basses. Bon, après, en tout cas, une zone humide, il y aura évidemment de l'eau et c'est un point fondamental de la zone humide. Et puis, la zone humide, souvent, elle souffre un petit peu d'une image. D'ailleurs, alors je cherche aussi des images. Quand les allégories des cours d'eau, c'est souvent des jeunes femmes dévêtues très charmantes.
Voilà. Si vous prenez l'allégorie de la zone humide de l'étang, ça sera souvent la bête. Bon, là, je vous ai mis un exemple de comique américain, là, Swamp Thing, mais vous allez retrouver plein de bestioles plus ou moins charmantes. Et si on trouve des femmes dans les marais, ça sera souvent des sorcières, hein, histoire de parachever tout ça. Donc, tout ce qui est zone humide, qui n'est pas rivière à proprement parler, hein, c'est quand même des endroits de danger, c'est quand même des endroits aussi où on a attrapé des maladies, hein, faut le dire, puisque jusqu'à l'assèchement d'une partie de nos zones de marécage, on attrapait la médokine, c'est-à-dire la fièvre des marais, le paludisme. Donc, évidemment, il y a cette histoire-là, et puis des histoires de brigands, des histoires certainement diverses et variées, et épouvantables. Ça ferait plaisir à mon camarade Didier, c'est des histoires comme ça. Il doit en avoir dans la besace. J'aurais dû lui demander, c'est dommage. En tout cas, voilà, il y a une mauvaise réputation de ces zones humides, et d'ailleurs, ça on se voit bien dans le vocabulaire, on gagne des terrains, hein, on est allé gagner des terrains par rapport à ces zones humides, évidemment, à leur détriment. Et donc, parmi les bêtes féroces, tout le monde connaît des zones humides, évidemment. Et je ne dois vous en présenter une, c'est bien entendu celle-ci. Voilà, hein. Et on l'associe souvent très étroitement aux zones humides. Alors, je vous ai mis bon, un bon mauvais exemple, c'est qui est le moustique tigre, puisque lui, il n'a pas besoin d'avoir des zones humides fantastiques. Lui suffit d'une coupelle remplie d'eau pour faire tout son cycle de vie. Mais évidemment, qui dit zones humides dit un ensemble d'êtres vivants dont les moustiques font partie, et ce qui pose aussi des problèmes on va dire, pour tous les habitants dans le Médoc, les presqu'îles d'Ambès, etc. C'est aussi, ou au bassin d'Arcachon, c'est aussi des histoires, alors pas de santé publique, en tout cas pas pour l'instant, mais on va plutôt parler de confort public. C'est-à-dire qu'évidemment, personne n'aime, quand on fait un petit barbecue, être assailli par les moustiques. Voilà, bon, les moustiques font aussi un barbecue, ils ont le droit, hein. Mais c'est quand même très, très gênant, il faut l'avouer. Donc voilà un petit peu pour ce premier doigt de pied dans l'eau, si je peux me permettre. Alors, les zones humides, quand on va regarder un petit peu une typologie un peu générale, euh, ça va vraiment recouvrir, et notamment chez nous, hein, dans notre région, ça va prendre un très grand nombre de formes. Évidemment, quand on pense à zones humides, on va penser au cours d'eau. Donc, le cours d'eau, ça va être de la source jusqu'à son embouchure. Ce cours d'eau va lui-même s'accompagner d'un certain nombre d'affluents. Sur ces bords des différents cours d'eau, on va retrouver plusieurs formes aussi de zones humides. Ça va être les ripiscives, les forêts de bord de rive, ça va être les bras morts, ça va être également le lit majeur, la zone où notre rivière va prendre ses aises lorsqu'elle déborde. Ça va être des îles plus ou moins végétalisées. Et puis, jusqu'à l'embouchure, on va arriver en zone estuarienne. Et là, le long du littoral, on va pouvoir trouver aussi plusieurs formes de zones humides, que ce soit des zones humides 100% anthropisées, par exemple des marais salants, des lagunes, donc des zones plus naturelles, comme le bassin d'Arcachon, qui est une grande lagune, ou des lacs, comme on peut retrouver les grands lacs qu'on a chez nous, Carcan, Sanguinet, Lacano, etc., etc. Et puis, on va retrouver également en zone, on va dire plutôt en amont, les grands lacs qu'on dit oligotrophes, plutôt en zone alpine. Et puis, tout ce qui est petites zones humides, prairies humides, mares, fossés, etc. Donc, tout ça, c'est un ensemble, effectivement, qui est assez hétéroclite, mais qui va rentrer dans cette définition de la zone humide avec une chose qui est évidemment fondamentale, c'est la circulation de l'eau. Cette eau circule constamment dans un cycle de l'eau bon, qu'on apprend en CE1, donc je ne vais pas vous faire l'insulte de vous le demander, vous le connaissez par cœur évidemment. Mais cette eau qui va donc voyager aussi, alors en plus sous plusieurs états, effectivement à état gazeux, sous forme de vapeur d'eau, mais votre eau glacée dans les glaciers, bon, il n'en reste pas beaucoup en France, hein, on veut se simplifier le cycle de l'eau, hein. Je pense que à force d'avoir été traumatisé par ça, on réchauffe l'atmosphère jusqu'à qu'il n'y ait plus cette phase-là du cycle de l'eau, comme ça c'est plus simple. Voilà. Mais en tout cas, lorsqu'on a des glaciers, il va y avoir cet effet hein, d'accumulation de glace qui va venir aussi éroder et déplacer cette masse dans les vallées glaciaires. Et puis évidemment, à l'état liquide,
Et là, quand on parle d'état liquide, on pense souvent à ce qui se passe en surface, dans les cours d'eau, dans les rivières. Mais il y a également l'eau souterraine et dans les zones humides, elle a une grande importance puisqu'elle va alimenter des écosystèmes où l'eau n'est pas apparente ou très peu, comme une tourbière par exemple. Ça va être des endroits gorgés d'eau, mais où l'eau ne sera pas forcément très visible en apparence. Et donc, elle va s'infiltrer, elle va circuler sous nos pieds. Là on est assis à la fois sur des chaises et sur la nappe alluviale de la Garonne qui est quelque part sous nos pieds. Donc, prendre en compte un petit peu cette circulation de l'eau pour comprendre qu'on peut avoir finalement des zones humides dans des endroits assez peu probables. Si vous êtes très en hauteur, pas forcément dans une zone qu'on pourrait penser marécageuse, mais si vous avez une résurgence, une source et un élément qui va arrêter l'eau, je ne sais pas moi, une couche d'argile ou autre, vous pouvez avoir des petites mares, des prairies humides, même sur les coteaux de l'entre-deux-mers, c'est assez courant. Donc, il faut vraiment penser à cette circulation de l'eau et à la circulation de l'eau sous toutes ses formes, évidemment. Donc voilà, je vous ai mis ces petits schémas qui ont été faits par l'ONEMA, hein, qui montrent bien finalement comment fonctionne cette dimension de la circulation de l'eau avec les flux d'amont en aval, les flux classiques hein, que tout le monde connaît. Les différents apports, ben, notamment quand on est dans une vallée, va y avoir toutes les zones de coteaux avec soit les cours d'eau, soit un ruissellement de surface. Hein, les ruissellements, ben, on les connaît bien aussi quand il y a des forts épisodes de pluie. Alors ici, l'année dernière, à peu près à la même époque, on en avait fait une conférence à Créon et le soir même, en sortant, il pleuvait des trombes partout dans l'entre-deux-mers, tout d'un coup, il y avait des trombes d'eau qui dévalaient le long des pentes. Donc, ça peut arriver qu'il y ait cette masse d'eau. Bon, en général, ça ruisselle en surface de façon assez discrète. Et puis, dans les vallées, vous allez avoir l'eau qui vient donc circuler soit en surface, soit en s'infiltrant, soit aussi en étant absorbée par la végétation qui va, par évapotranspiration, la relarguer dans l'atmosphère. Donc là, vous allez avoir cette circulation qui se fait aussi donc dans les deux sens. Dans une rivière, vous allez avoir évidemment toute la partie échange entre les nappes alluviales, les nappes de surface, en tout cas les échanges aussi entre la rivière, les bras morts, là où elle va déborder, lorsque elle va sortir de son lit, hein, puisque quand quand on prend un exemple d'un cours d'eau, vous allez avoir ce qu'on appelle le lit mineur, c'est-à-dire le lit de la rivière quasiment tous les jours de l'année et vous allez avoir un espace de liberté. Voilà, donc ici, par exemple, ça va être toute la zone un peu aussi de marée, mais le lit majeur, c'est vraiment là où la rivière ou le fleuve prend toutes ses aises dans des circonstances de crue, en général plutôt annuelles, même si on a beaucoup contraint les cours d'eau. Et là, on va retrouver aussi un certain nombre de zones humides, comme des bras morts, comme des prairies humides, comme des étangs qui vont être en eau pendant quelques semaines dans l'année. En tout cas, vous allez avoir ce phénomène-là qui est assez important donc autour des cours d'eau. Donc, une zone humide, ça dépend de plein de facteurs. Ça a évidemment des précipitations, des températures et de la formation un peu géophysique hein, qu'il y a tout autour, des reliefs, de la perméabilité. Je vous disais tout à l'heure, voilà, un exemple dans l'entre-deux-mers. Ici, je vous ai mis cet exemple qui est en fait à la dune du Pilat, mais côté océan. En fait, là, la photo, là, j'avais presque les pieds dans les vagues, parce qu'en fait, vous êtes au pied de la dune, il y a ce qu'on appelle le paléosol, ce sol ancien compacté là, qui a 5-6 000 ans. Et donc, ce sol est imperméable, c'est-à-dire que tout en haut de la dune, l'eau va tomber, elle va ruisseler, enfin, elle va s'infiltrer dans le sable, et elle va ruisseler sur ce paléosol et venir faire une petite résurgence d'eau douce alors que là, en théorie, effectivement, on ne va pas trouver de roseau, on ne va pas trouver de sol. C'est le cas parce qu'il y a cette micro-zone humide qui s'est formée à cet endroit très, très précis. Donc, on a vraiment des conditions là, qui règnent. Alors, je vous ai mis, c'est un exemple un peu singulier, mais qui montre bien qu'on peut avoir une toute petite zone humide parce que les conditions physico, chimico, climatico, tactiques se donnent à voir et donc permettent d'avoir cette zone humide. Alors, ces sites sont très intéressants au niveau production de biomasse. C'est vraiment des machines à produire de la matière organique.
Il y a quelques exemples ici qui montrent finalement que dans les zones humides, alors j'aurais dû le mettre un peu en surligné, mais l'exemple qui est donné, c'est la culture intensive de maïs, qu'en général on dope bien aux engrais et à l'eau. Donc on va d'ailleurs pomper souvent au détriment de zones humides. Et en fait, on voit que ces cultures intensives, elles sont beaucoup moins productives alors un autre type de culture qui se fait en zone humide comme la rizière, et que des écosystèmes naturels comme des marais tempérés, comme des estuaires, des mangroves, où là, on va produire 16 grammes de matière sèche contre 2 grammes. Donc, on multiplie par 8 cette quantité. Et donc, dans des systèmes qui sont complètement naturels. Donc, cette capacité à produire de la matière a un avantage, c'est que j'ai pris un exemple d'un présalé, j'ai essayé de prendre des exemples locaux, parce que souvent on pense aux mangroves, etc. Mais chez nous, les présalés ont exactement les mêmes rôles finalement qu'on va retrouver dans ces écosystèmes tropicaux. Comment ça se passe? Vous avez en fait votre végétal du présalé qui va capter du CO2, qui va aussi piéger de la matière, du sédiment qui se balade lors des marées. Lorsqu'on est à marée haute, il y a une partie qui se développe, qui se dépose, mais vous avez également le sédiment qui, au lieu d'être baladé, eh bien, il va ralentir avec les tiges des plantes et va tomber au sol. Et donc, cette matière va être piégée, d'autant que les plantes, il y a beaucoup de plantes annuelles, elles vont mourir, donc ça va créer de la matière. Comme c'est assez peu oxygéné, il y a une partie de cette matière qui va rester sur place et qui ne va pas être dégradée. Et ça va avoir deux avantages, c'est que le présalé va s'exonder petit à petit et il va aussi s'étaler. Donc, la matière crée de la matière et surtout, ça piège beaucoup de carbone. Donc, les calculs ont été faits. C'est 20 tonnes de matière sèche qui sont captées à l'hectare. Voilà, j'avais fait en équivalent voiture. Donc, c'est le stockage équivalent à la consommation de 5 voitures pendant un an. Alors évidemment, quand on a, je ne sais plus combien, 60 millions de bagnoles en France, bon, il faudra beaucoup de présalés. Mais c'est quand même déjà un point qui montre que ces sites-là permettent aussi de répondre à un certain besoin aujourd'hui, un certain besoin actuel, qui est le captage de carbone. Alors, les zones humides aussi vont être soumises à d'autres types de flux. Tout à l'heure, je vous montrais le flux d'eau. Eh bien, dans cette idée-là, vous allez évidemment avoir les flux de matière, les flux, que ce soit les flux de matière organique qui vont venir de l'amont, qui vont venir des alentours et qui vont passer d'un milieu à l'autre et qui vont circuler aussi avec les différents animaux et végétaux, que ce soit par les oiseaux qui vont rapporter des graines diverses et variées, que ce soit des espèces, ces flèches-là, par exemple, ça concerne plutôt les amphibiens qui vont se déplacer d'un milieu proche à un autre. Et cette flux de matière organique va être très importante d'amont en aval et aussi donc transversalement. Alors d'amont en aval, si je vais vous mettre ce petit schéma un peu indigeste c'est le concept de continuum d'une rivière, mais ça dit tout simplement que dans une rivière, en amont, la rivière dépend des apports de ce qui est tout autour, donc des arbres, des forêts, etc. Les feuilles qui tombent vont permettre de nourrir les êtres vivants. Donc, il va y avoir beaucoup de brouteurs à l'intérieur qui vont être consommés eux-mêmes par des prédateurs. Et plus on va aller vers l'aval, plus la matière, finalement, va être de la matière organique très dégradée en fines particules, comme on l'a ici dans l'estuaire de la Gironde. Et donc là, les feuilles qui tombent dans l'eau, ça va être peanuts par rapport à la quantité de matière organique déjà présente dans l'eau. Et donc ici, on aura plutôt des espèces filtreuses comme du plancton et leurs prédatrices qui vont récupérer cette matière organique. Donc il y a aussi ces zones humides vont être très différentes, évidemment, si on se trouve à l'amont, si on se trouve à l'aval, en termes de typologie. Et une zone humide, ça évolue, hein, parce que là encore, il y a certaines zones humides qu'on maintient aussi par la main de l'homme, hein, une action de gestion, par leurs qualités écologiques. Mais donc, il y a vraiment des actions de gestion qui sont faites. Voilà, une zone humide, si vous prenez un étang ou un lac, en général, il va avoir tendance à se combler à la fois par le sédiment, puis par la végétation qui se développe autour. Si vous avez déjà eu une mare et des roseaux, vous voyez de quoi je parle, hein. Les roseaux vont
très rapidement faire une ceinture assez importante et progresser vers le cœur de votre étang pour finalement qu'il se transforme en un autre écosystème. Donc, il y a vraiment une action dynamique dans ces zones humides et elles peuvent se déplacer, elles peuvent s'assécher, et tout ça par double action, soit naturellement, soit par action de l'homme, soit les deux combinés, hein, puisque on est vraiment venu énormément modifier ces zones humides. Alors, très rapidement aussi, quels sont les avantages? Alors, je pensais le laisser à la fin, et puis, comme il y a une petite conclusion, je ne voulais pas finir sur une conclusion avec les menaces, parce que j'allais dire que ça allait plomber tout le monde, donc j'ai un peu bouleversé tout ça. Donc, on va parler un petit peu des avantages et puis des menaces sur ces zones humides d'abord, et puis après, je vous montrerai quand même quelques belles photos de zones humides et puis des lieux assez intéressants. Euh, D'abord, une zone humide, c'est une éponge. Et ça, c'est assez intéressant aussi. Lorsqu'aujourd'hui, on a des enjeux très importants, alors on parle souvent de mots magiques, là, le mot résilience, hein, en tout cas de réussir à s'adapter aux changements et aux futures contraintes que va nous imposer la montée des eaux qui est inéluctable. Alors maintenant, voilà, il faut juste savoir où est-ce qu'on va mettre cette barre de l'inéluctable, c'est-à-dire idéalement, il faudrait mettre le plus bas possible. Sinon, les séances, les jeudis soirs culturels de 2050 se feront avec 20 cm d'eau lors des grandes marées. Donc, de préférence, on essaie d'anticiper. On aura les pieds au frais. Et donc, ça va vraiment agir comme une éponge. Alors, sur les zones reconnectées du bassin d'Arcachon, donc en termes de présalé, ils avaient fait des calculs. Les 35 hectares permettent, alors moi, c'est moi qui fais les calculs en piscine olympique parce que c'est plus simple. 35 hectares de présalé permettent de retenir l'équivalent de 28 piscines olympiques. Alors, ça fait rêver, d'autant que, voilà, ça fait toujours la même blague, mais à Bordeaux, on n'en a pas beaucoup. Donc, c'est une capacité de rétention énorme. Et puis, ces présalés vont agir comme une éponge. Lorsqu'il y a trop d'eau, ils peuvent capter le surplus. Et lorsque l'eau vient à disparaître, ils peuvent le restituer. Donc, garder un lieu humide autour de là où ils sont installés. Donc, ça, c'est un avantage. Donc, souvent, parce qu'on va souvent là encore chercher des exemples, on dit ah, mais à Madagascar, il faut replanter les mangroves. Voilà, bah, il faudrait d'abord réfléchir à tout ce qu'on a défriché chez nous, hein. En France métropolitaine, c'est 50% de surface des zones humides qui ont disparu depuis le début du XXe siècle. Donc, on a quand même aussi bien bossé, hein, sur cette partie-là, et certainement au détriment de certains problèmes qu'on a pu avoir ou qu'on peut avoir par rapport à des tempêtes, des submersions, etc. Alors, autre service rendu par les zones humides, c'est que c'est aussi des lieux de production. On est venu s'installer souvent près de milieux humides pour des raisons pratiques. Bon, ici, la palue de Bordeaux, à l'époque romaine, on vient s'installer essentiellement pour un port, mais dans les zones humides, donc que ce soit le domaine de certains temps et puis surtout tout ce qui est Charente, on est venu installer des salines parce que la configuration le permettait. De la même manière, on est bien content d'avoir un beau bassin d'Arcachon pour pouvoir produire des huîtres, pour pouvoir faire de la pêche à pied. Donc, pour aussi faire de l'agriculture, hein, si vous voulez vendre plus cher votre viande, faites de l'agneau de présalé, ça sera forcément plus premium. Donc, il y a toujours la dimension d'avoir des zones humides. Ça va être des zones très productives, l'herbe est bonne pour faire paître les bêtes. Donc, il y a quand même une action positive. Et cette production va en plus être, on va dire, améliorée. Il faut plutôt regarder la partie du haut, parce que, ben, par exemple, si on reprend toujours cet exemple des présalés, quand on recrée des zones qui vont être inondées lors des grandes marées ou des coefficients importants, vous allez avoir une nurserie très intéressante pour des poissons prédateurs. Donc là encore, un intérêt écologique, non seulement bon, pour l'espèce, mais aussi à titre halieutique. Et puis, donc, alors c'est les trucs qui sont à l'envers. Lui, il devait être avec le stockage de matière, comme je je l'ai montré tout à l'heure. Mais ça va permettre aussi d'épurer et de retenir une certaine quantité de nutriments. Donc là, c'est pareil, hein. Aujourd'hui, on parle de phytorémédiation, phytoépuration. Vous avez même un exemple qui est de l'autre côté. Vous avez un petit terrain où ils font des expérimentations. Les plantes
notamment présentes dans les zones humides, vont permettre de ralentir, de récupérer un certain nombre de nutriments, parce qu'évidemment, tout ce qui est engrais azotés, phosphatés, les plantes en récupèrent un maximum pour elles-mêmes, mais aussi des métaux lourds, etc. Donc, ça va permettre à la fois de stocker la matière organique, comme je disais tout à l'heure, mais aussi de retenir un certain nombre d'éléments qui peuvent être, on va dire, pas nocifs, mais en tout cas, pas si problématiques sur les eaux libres. Hein. Si on a des zones humides qui retiennent bien les nitrates, par exemple, on évite les problèmes de marée verte qu'on peut retrouver donc sur des secteurs comme en Bretagne, comme on a, ça, c'était pas des marées vertes, puisque c'est des algues rouges, mais c'était dans les Caraïbes et notamment en Guadeloupe, où vous avez ces problèmes-là aussi. Donc, tout ça pour dire hein, qu'il y a vraiment une vraie complexité. Et donc, je disais, hein, le flux de matière, ici, que l'on peut voir, effectivement, dans un cas où on n'a pas de zones humides, toute l'eau qui circule en surface va très rapidement aller jusqu'aux eaux libres, eaux de la mer, océan, lac, etc. Alors qu'une zone humide va permettre quand même d'amortir et de récupérer une certaine quantité de ces sels minéraux. Et puis, il y a un effet mécanique. Alors, ça, c'est notre vidéo favorite. Si vous avez fait quelques-unes de nos conférences, elle va vous dire quelque chose. C'est que lorsque on a, là encore, une zone humide qui peut être une forêt alluviale, là, donc là, c'est dans l'exemple d'un présalé, tout ce qui est… je vais couper la musique, voilà. Non, il veut plus le lire. Ah, il me censure, là. Allô, John? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, mais l'expérience était formidable et elle montrait que… ouais, je vais essayer de la relancer, mais je crois que j'ai pu y toucher. Voilà. L'expérience montre surtout qu'en fait, vous avez l'eau qui va déferler donc jusqu'à la digue. Je ne peux plus toucher. C'est bon. L'eau déferle jusqu'à la digue, puisque vous êtes dans le canal à houle, évidemment, la situation initiale est la même. On a la même énergie, la même vague qui va déferler avec la même intensité, sauf que dans le cas du bas, vous avez de la végétation. Donc, évidemment, on n'a pas planté un mini présalé en bonsaï, hein, c'est de la pelouse en plastique, mais c'est pour montrer que à la fois les tiges des végétaux et à la fois la masse végétale va permettre d'amortir cette énergie. Donc ça, c'est aussi un effet très intéressant pour amortir l'énergie des vagues, notamment dans le cadre de tempêtes, de submersions, etc., dans un avenir qui est certainement assez proche et sur lequel il faut aussi se préoccuper. Donc, ça a tenu l'érosion, ça a tenu les submersions. Alors, vous avez un petit exemple ici qui a été fait donc, sur l'île de Malprat, donc, sur le bassin d'Arcachon, vers Autèche. Sur ce secteur-là, ici, il y a la digue qui a cédé donc, au début des années 2000. Au lieu de reconstruire une digue ici, le choix qui a été fait, c'était d'en construire une le long du linéaire, là. Donc, c'est une digue de second rang et de laisser un présalé se redévelopper naturellement. Résultat, voici en 2005 la digue toute neuve. Voici aujourd'hui la digue qui s'est complètement végétalisée. On voit bien que ici c'est reconstitué un estran, donc le présalé avec tous les végétaux. Et surtout la digue, donc on est en 2005, 2009, 2010, 2 années à forte tempête et à forte incidence sur le littoral. La digue n'a pas dû être entretenue. Elle est restée sans entretien depuis 2005. Donc investissement de base important, mais grâce au présalé qui s'est développé, investissement depuis zéro, malgré toutes les aléas climatiques qu'il y a pu avoir depuis. Donc un véritable intérêt aussi en termes physiques. Et puis, quand même aussi, les zones humides, ça fait l'attractivité d'un territoire. Aujourd'hui, si vous aimez faire un peu de randonnée et aller vous balader, vous allez au Tèche, vous allez à Certes, vous allez dans des endroits où vous allez avoir de jolis paysages. Donc ça, c'est un intérêt très important. Si vous aimez… Alors, j'allais pas dire faire du vélo, parce que sinon, le conservateur du littoral, ils vont me tirer les oreilles, parce que c'est interdit de faire du vélo sur le sentier littoral. Mais en tout cas, vous avez ces possibilités d'aller sur des sites qui sont très attractifs et très agréables pour
pour se balader. Voilà. Bon, alors la petite photo qui est là pour l'anecdote, j'étais avec c'était une petite rando et le truc tout noir là-bas, vous voyez, c'est un énorme orage qui nous a rattrapés. On s'est fait, ça pétait de partout tout autour de nous. Moi, je rampais comme ça, quatre pattes de peur de me prendre la foudre parce que j'avais évidemment une lunette sur l'épaule. Voilà, c'était assez funky. Mais l'endroit est magnifique, par contre, évidemment. C'est un très, très bel endroit que je vous invite à découvrir. C'est Carcan. Voilà. Ça s'appelle le chemin des étangs. Et c'est très, très sympa, surtout à cette saison. Vous avez les grues qui vont et viennent depuis l'étang du Pousseau. Donc, vous pouvez attendre que les grues rentrent le soir. Et c'est assez sympa. Voilà, donc évidemment, les activités qu'on va qualifier de traditionnelles aussi, chasse, pêche, tout cela donc, fait que les zones humides, là encore, sont des lieux qui sont plutôt intéressants aussi pour les populations locales, donc, qui sont souvent très attachées. Alors, les zones humides, j'ai plein de diapos, mais en fait, c'est juste pour vous montrer l'étendue de ce qu'il peut y avoir. Donc, les zones humides, ça va être des milieux naturels, donc qui peuvent être protégés par divers types de réglementations, que ce soit les directives cadres européennes, oiseaux et habitats, hein, qui ont découlé sur Natura 2000. Donc, je vous montre, voilà, tout ça, c'est de la réglementation. Voilà. Je ne comptais pas vous en parler, mais c'est pour vous montrer que les zones humides peuvent donc être sous l'égide de plusieurs types de réglementations. Pour faire simple, Natura 2000 et tout ce qui est habitat, donc les directives qui vont être importantes. La loi littorale de 86, donc avec la conservation d'un certain nombre d'espaces avec un propriétaire foncier qui est le conservateur du littoral qui achète des lieux et qui les laisse en gestion à des gestionnaires. Donc évidemment, ça c'est un point important. La convention de Ramsar, qui ici je vous montre quelques sites, donc du 2 février 71, j'ai dit 73, je me suis trompé. Au début, 18 pays l'ont signé, aujourd'hui c'est 171. Donc le but, c'est d'enrayer la dégradation, la disparition des zones humides en reconnaissant leurs fonctions écologiques, leurs valeurs économiques. Voilà, on écrit ça il y a 50 ans. Hein. Bon, je pense qu'entre-temps, il y a quand même un certain nombre de zones humides qui ont fini en marina, sous les roues des bulldozers, etc. Mais bon, passons, parce que Ramsar, évidemment, c'est juste incitatif. C'est dire, au premier juré, cette année, je fais du sport 4 fois par semaine, je bois plus de bière, etc. Voilà. Vous êtes promis juré, les zones humides, on s'en occupe, on est sympa avec elles, etc. Ah oui, mais là, il y a quand même, non, on ne peut pas faire ça, il faut penser aux gens qui bossent, etc. Bon, bref. Donc, tout ça pour dire hein, qu'il y a beaucoup de choses. Il y a les SNIEF aussi, que vous connaissez certainement. Les SNIEF qui sont des zones qui sont, on va dire, euh, cataloguées, mais pas sous un statut de protection réel. Et puis, il va y avoir d'autres espaces. Alors, il y a les espaces naturels sensibles du département. Va y avoir les réserves naturelles, les réserves diverses et variées, régionales, etc., etc. Donc, les parcs naturels, parcs naturels régionaux. Donc, là encore, un bon petit millefeuille administratif aussi pour comprendre qu'il y a vraiment des différentes façons d'aborder toutes les zones humides. Alors là, je vous ai mis les ZNIEF, donc zones naturelles d'intérêt écologique pour la faune et la flore de niveau 1 et de niveau 2, qui sont listés par le Muséum d'histoire naturelle. On constate quand même qu'il y a beaucoup de ces points verts qui sont concomitants à des zones humides. Hein, que ce soit ici, évidemment, tout le long de la Garonne, le long de la Leyre, les lacs, les étangs, les marais estuariens, etc., etc. Donc vraiment, un gros impact des zones humides. Ici, là tout à l'ouest, là, on doit être sur les Jalles. C'est la vallée des Jalles. Donc là, on doit être vers Magudas, etc. Je pense que ça correspond à ça. Euh, voilà, bon, l'île aux oiseaux, bon, tout ça, c'est la vallée de la Leyre, avec tous ses affluents. On voit quand même qu'il y a pas mal de SNIEF qui sont identifiés. Le canal des étangs, enfin, les canaux qui relient les étangs. Donc, on a appris pas mal de choses dedans entre deux mers. Ici, là, tout ça, au sud, bah, c'est Bègue et tout ça. Je vous montrerai une petite zone tout à l'heure. Il ne fallait pas que je le dise, je ne voulais pas vous le dire. Bon, une zone non identifiée, mais qui était SNIEF ici, qui est devenue autre chose maintenant. Bref, vous avez vraiment beaucoup de sites
de grand intérêt écologique qui sont des zones humides. Mais évidemment, les zones humides, voilà, j'ai préféré mettre les menaces au milieu et pas à la fin parce que ça faisait un peu conclusion sinistre. Les zones humides sont toujours très menacées. Voilà. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Euh, Ici, ça c'est un comblement de mare parce que vous allez voir qu'une zone humide, ça peut être un grand espace naturel, mais ça peut être aussi une petite mare. Les comblements de mare, hein, oh, vous savez, c'est plein de moustiques. Les enfants peuvent s'y noyer. Allez hop, on y fout tous nos débris. Bon, celui-là, il est particulièrement gratiné hein, parce qu'il y a aussi, je pense, du déchet sauvage qui. D'ailleurs, on dit déchet sauvage, mais c'est sauvage et c'est un peu trop gentil, quoi. Bon, ouais. Vous avez là une photo faite il y a 3 jours sur les bords de Garonne à Bègle, au niveau du port de Bègle. Vous voyez la quantité, donc il y a une laisse de fleuve avec beaucoup d'éléments, évidemment, plastiques, bouteilles, etc. Tout cela, lorsque c'est transporté par les marées, ça va se déposer dans les marais, yes, hein, voilà, les zones humides, et ce plastique étant très rémanent, il va se dégrader lentement, etc. Je vous ai mis un Homo sapiens corstardus, voilà, voire agent immobilier, ça peut être un élu ou ça peut être juste quelqu'un. Alors j'ai mis un monsieur, hein, c'est pas du tout sexy, ça peut être une dame aussi. Monsieur, hein. C'est juste, j'avoue que j'ai tapé sur Google agent immobilier, photo libre de droit, je suis tombé là-dessus. Voilà. Mais dans l'idée, effectivement, c'est ça, c'est que nous aussi contribuons énormément bon, par toutes nos activités, mais aussi par un impact direct. C'est-à-dire que là, c'est plutôt indirect. Bon, là, c'est direct quand même, mais aussi par nos habitudes, nos usages. Voilà, par exemple, ici, j'ai pris, alors ça, c'était je crois que c'est en Normandie, mais là, on voit très bien que cette marina, ça devait être certainement un présalé, ça devait être un estran avant, et vous en allez creuser et on est allé donc remplacer un site naturel qui est certainement très intéressant en termes de biodiversité aussi d'amortissement des potentielles tempêtes pour y mettre des petits bateaux qui sortent 2 jours par an. Voilà. Bon, évidemment, je ne donne qu'un avis personnel, mais c'est le plus souvent le cas dans les marinas. À part les ports un peu historiques euh, des zones côtières, on va souvent avoir du bateau de petit plaisir. Alors, je vous disais, voilà un exemple. Là, c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir le son. Alors, je peux essayer de faire un truc un peu cochon de mettre le micro là. Ça va peut-être faire du Larsen. C'est un endroit. Là, on entend le pélodite ponctué, le crapaud calamite, la grenouille verte, la rainette méridionale, on entend le bouscarle de Séti. Voilà, et plus tous les silencieux. Voilà, dans ce site-là, aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est essentiellement ça. Voilà. Je ne vous dis pas où c'est, vous le devinerez peut-être. Voilà, c'est quelque part à Bordeaux Métropole. Voilà, c'est le même site, hein, le domaine. Non, faut pas que je le dise. Voilà, mais donc malheureusement, alors il paraît que c'est un golfe écologique, etc. Bon, j'ai moi personnellement jamais réussi à y aller parce qu'on dirait qu'on rentre. Je pense que le camp de Souge ou ailleurs, il est moins protégé que ce truc-là. Il y a quand même des gros barbelés. Je suis curieux de voir ce qu'il y a, mais bon, ils ont quand même fait rentrer pas mal de bulldozers. Et à mon avis, ça a dû faire du dégât sur les populations de ces espèces fragiles, dont notamment, par exemple, le pélodite ponctué, qui est, on va dire, une espèce qui est de plus en plus rare d'amphibiens. Donc, c'est un petit, on l'appelle la grenouille persillée, mais c'est un petit crapaud. Voilà. Et puis, autre menace biologique, mais qui découle de nos activités humaines, c'est l'introduction d'espèces. Je vous ai mis un petit florilège, évidemment non exhaustif, mais beaucoup d'espèces que l'on connaît assez bien pour être envahissantes et un peu problématiques, ben, elles sont aussi liées aux milieux aquatiques. Hein. Vous avez le moustique, alors tout en haut, vous avez le moustique, le robinier, le black bass. Bon, lui, je ne le présente pas, tout le monde connaît. Le ragondin, la tortue de Floride, le raton laveur qui commence à monter en population. Il y en a quand même de plus en plus. Pseudo-rasbora, qui est un petit poisson qui est très présent dans quasiment tous les écosystèmes aquatiques. La jussie, la grenouille taureau, qui est assez célèbre, mais bon, qui est encore relativement contenue sur certains endroits. Ça, c'est les élodés, les lagorosiphons qu'on va retrouver dans les lacs médocains. Hein, alors, ça fait des énormes herbiers, donc il y a des poissons. Donc, je ne dis pas que tout est négatif, hein, mais en tout cas, il y a des équilibres. Là, ici, vous avez Baccaris. Donc là, c'est pareil, sur le bassin d'Arcachon,
des ensembles monospécifiques de Baccharis. Celle-ci ravissante, mais très problématique, balsamine de l'Himalaya, l'écrevisse de Louisiane, le silure, que je ne présente pas, l'azola phosphogère, le crabe à mitaine, le vison d'Amérique, etc., etc. Donc, et toutes ces espèces-là sont plutôt le long des cours d'eau. Donc, évidemment, un gros impact, parce que le raton laveur, c'est ravissant, hein, c'est très mignon. C'est vrai que quand on en croise comme ça, on met nos caméras en bord de rivière et on voit un petit raton laveur, c'est choupi, mais c'est quand même un prédateur assez important. Il vient prendre aussi, impacter des espèces locales, etc. Donc, c'est toujours problématique. Je dis, bon, sur les espèces invasives, c'est un problème biologique assez pointu qui n'a pas réellement de réponse. Et puis certainement, il y aura peut-être des adaptations des écosystèmes sur le long terme, mais il faut qu'on leur laisse aussi le temps de souffler aux écosystèmes parce qu'on leur met quand même une pression assez démentielle. Voilà, c'était le moment pas rigolo, mais c'est quand même des lieux où on va trouver beaucoup de biodiversité. Voilà, je vous ai mis, donc ça c'était assez intéressant. Bon, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les 50% d'espèces d'oiseaux, 30% d'espèces végétales remarquables. Si on prend le prorata en fait, en termes de pourcentage d'espèces connues par rapport aux superficies relatives de chacun des grands milieux, en fait les milieux dulciaquicoles, donc d'eau douce, et donc essentiellement les zones humides, on est à 3, alors que les écosystèmes terrestres, on est à 2,7 et les écosystèmes marins, on est à 0,2. Parce qu'évidemment, les écosystèmes marins représentent un gros pourcentage d'espèces connues, mais leur superficie est gigantesque. Donc, sur des superficies finalement très réduites, il y a assez peu de pourcentage d'espèces connues, mais si on les rapporte à cette superficie, finalement, ça représente énormément d'espèces et d'espèces importantes avec des espèces qui dépendent des zones humides. Voilà, je vous ai mis quelques exemples, encore une fois, de Drosera, donc plantes carnivores, bon, les grès de garzette, les libellules. Genre, j'ai remis mon agent immobilier parce qu'il en dépend aussi. Hein, vous allez avoir plus de facilité à vendre une maison sur le bord du bassin d'Arcachon qu'une maison avec vue sur béton et béton. Hein. Donc, évidemment, la qualité du milieu naturel aidera fortement. Hein. Et c'est toujours la même histoire que je raconte, mais un temps, donc on allait souvent en réunion tous les ans. Il y avait une réunion avec la DREAL et les associations d'éducation à l'environnement. Et quand venait le temps des doléances, il y avait beaucoup d'associations. Voilà, bonjour, je suis bassin d'Arcachon. J'aime la nature au bassin d'Arcachon. Je voudrais savoir que fait la DREAL parce qu'on construit à côté de chez moi, dans la Pinède, on va construire d'autres maisons. Voilà, parce qu'évidemment, on aime bien avoir vue sur Pinède parce que justement, la qualité d'un paysage est agréable. Et donc voilà, Homo sapiens aussi, c'est toujours, même historiquement, on s'est rapproché des hommes. Il y avait. Ah, il y a un problème. Non? Tout va bien? Bon, Non, d'accord. ça coupe. D'accord. Donc tout ça pour dire hein, que c'est aussi l'homme a besoin de ces zones humides, un peu dans plusieurs cas, mais aussi pour on va dire quelque chose de plus pragmatique, vu sur Garonne, donc, encore une fois, vu sur pas Garonne. Donc, voilà, je vous ai mis quelques exemples de nos amphibiens. Voilà, 100% de nos amphibiens, ça c'est de la statistique. Là, ça cartonne. Là, je peux aller à BFM TV comme ça. Là. Vous savez, 100% de nos amphibiens ils dépendent strictement des zones humides. Ils ont besoin de l'eau pour se reproduire. Euh, dans une phase alors, il n'y a que les salamandres de haute montagne qui arrivent à être vivipares, enfin, qui vont avoir la capacité, les larves vont se développer à l'intérieur même du cloaque des femelles. Mais sinon, ils ont tous besoin d'eau pour la reproduction. Celui qui en a le moins besoin, c'est le crapaud accoucheur, puisqu'il porte les œufs sur son dos, mais il a quand même besoin d'un petit point d'eau pour que les têtards sortent et puis puissent vivre leur vie de têtards pendant quelques semaines ou quelques mois. Donc voilà, ici, je vous ai mis, ça c'est plutôt côté entre-deux-mers, plutôt on va dire autour de Bordeaux Métropole, les différentes espèces. Salamandre tacheté, crapaud accoucheur, enfin alite accoucheur, triton marbré, c'est lui le pélodite ponctué, là, celui qu'on entendait. C'est comme deux boules de pétanque qui s'entrechoquent, voilà. Ou grenouille persillée, grenouille verte, grenouille agile, triton palmé, crapaud calamite et crapaud épineux et rainette méridionale. Voilà. Les rainettes méridionales,
Si vous prenez par exemple quelque chose de très proche en pleine ville, vous allez trouver la rainette méridionale, vous allez trouver la grenouille verte, triton palmé, crapaud accoucheur. Voilà, ça. Et c'est un urbain aussi, il aime bien. Lui, on va le trouver au Bouscat, par exemple, à l'hippodrome. Donc vous avez même une pauvre zone humide va attirer les amphibiens parce que c'est un milieu qui leur est essentiel. Et donc, ces milieux-là, hein, c'est vrai que bah, c'est des milieux euh, avec une chaîne alimentaire très riche. Bon, je vous ai mis un petit exemple d'un étang, mais là, c'est juste pour, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est pour montrer que il y a plein d'interdépendances entre les espèces, depuis les producteurs primaires, que ce soit du plancton végétal ou des végétaux qui, par photosynthèse, vont produire de la matière organique, leurs prédateurs, les prédateurs des prédateurs, et puis les prédateurs des prédateurs des prédateurs. Et puis toute cette matière se recycle. Donc il y a vraiment c'est vraiment des lieux très importants à tous les étages. Parce qu'évidemment, là, c'est pareil, quand on parle d'une zone humide, on va penser aux poissons, on va penser aux oiseaux qui se nourrissent de poissons, mais il va y avoir toute la vie planctonique et donc la qualité des eaux, à la fois à l'état microbienne, la qualité chimique des eaux qui va être d'une grande importance pour tous ces réseaux trophiques dont dépendent par exemple hein, les oiseaux. Parce que c'est vrai que souvent on pense zone humide et on pense oiseaux. Donc voilà, je vous ai mis toujours ce même exemple. Ici, dans cette zone humide, alors ça c'était en Espagne, mais c'était pour montrer que là, vous avez déjà 4 espèces présentes. Mouette rieuse, je crois qu'il y a un goéland le côté par ici. Vous avez tout ça, c'est les bécassos variables, mais il y a des pluviers aussi, pluviers argentés qui se baladent. Voilà, bon. Il y avait aussi des chevaliers, je crois, un chevalier, oui, c'est un chevalier, je ne sais plus, c'est un voyeur aussi, vraiment. En tout cas, vous avez donc une belle diversité et on va retrouver des sites, effectivement. Alors, voilà, je vous ai mis l'île Nouvelle, par exemple, qui est un très beau site pour l'accueil des oiseaux. Alors, il était moins intéressant avant 99, puisque c'est des grosses terres agricoles. C'est devenu de plus en plus intéressant parce qu'on a laissé l'eau rentrer, notamment depuis qu'il y a eu une brèche en 2009 aussi. Et cette île nouvelle, c'est aujourd'hui c'est 140 espèces de moyenne par an observées. Et au total, c'est 192 espèces qui ont été observées sur le site depuis qu'on observe depuis une dizaine d'années. Ce qui est à peu près la moitié des espèces qu'on peut trouver en Aquitaine. Donc, c'est des lieux fortement attractifs, hein, comme on peut le voir aussi sur le bassin d'Arcachon, par exemple, avec toutes les zones humides qui vont être des sites qui vont attirer ce qu'on appelle les limicoles. Les limicoles, c'est ces petites bêtes-là, tous les oiseaux qui vivent sur les milieux vaseux en les exploitant, en allant piocher plus ou moins profondément des insectes, des bestioles, donc les courlis, les barges, les vitriers, etc. Et donc sur le bassin d'Arcachon, on peut voir hein, il y a les sites de nourrissage pour ces bestioles-là qui sont sur toute la partie de l'estran. Et puis, il va y avoir les sites aussi où on va y retrouver pour les périodes de repos. Donc, ces sites-là, justement, ben, on va avoir une région plutôt favorable à la présence de ces zones humides. Alors, on a deux grandes parties. On va avoir la zone estuarienne à proprement parler, avec toutes les zones de marais, alors, marais AIS, les zones des îles, etc. Donc là, très beaux ensembles de zones humides. Et puis, on va avoir tout notre littoral, donc le littoral aquitain, qui va, là encore, présenter un certain nombre de milieux remarquables, que ce soit les zones humides derrière dunes, les lacs, les étangs, les lagunes, etc. Donc, on va avoir vraiment une richesse très importante. Alors, c'est pareil, je ne vais pas faire un inventaire point par point. J'ai mis ce petit schéma là du Vismidest. Donc, bon, je me suis permis de refaire un peu à ma sauce pour rajouter d'autres bricoles. Ici, c'est une coupe plutôt de zone estuarienne. Donc, qu'on va partir d'une zone de coteau jusqu'à l'estuaire lui-même, ou en tout cas le fleuve estuarien. Et souvent, ben, on va avoir une diversité, que ce soit, donc, je disais, des sources, des résurgences en hauteur, des cours d'eau divers et variés. Ces cours d'eau sont souvent bordés de ripisylves. Sur les parties basses, on va retrouver aussi ce qu'on appelle des forêts alluviales, donc des forêts nourries par toute cette eau, où on va retrouver des espèces typiques.
Et ces forêts alluviales, bon, vous avez un exemple, donc ce qu'on appelle la ripisylve, bon, et j'ai mis les forêts alluviales un peu avec, ça va être des espèces qui vont tolérer l'immersion régulière par l'eau. Alors, dans le coin, on a surtout deux grandes espèces. À gauche, vous avez l'aulne et à droite, vous avez le frêne. Et on va retrouver des paysages là qui vous sont certainement familiers. À gauche, c'est Bègle, euh, vous avez des petites cistudes là, qui sont au milieu du parc de Mussonville. À droite, c'est à Marcheprime. Qu'est-ce que j'ai d'autre de beau? Vous avez également, ici, c'est à Gradignan, l'Aubourde, et non, à Canéjan, pardon. J'ai quelle erreur. Et puis, vous avez là, c'est à Certes. Donc, un ensemble de sites assez différents, mais toujours avec les mêmes caractéristiques. Zones humides, de bords de rivière, avec des plantes donc, qui sont capables de tolérer ces immersions, et puis certaines espèces intéressantes. Voilà, ici, vous avez la nivéole. J'écoute la conférence de Terre et Océan. D'accord, très bien. La Oui, nivéole, la nivéole de printemps. Donc, Jean-Claude, je crois que c'est toi qui avais le micro ouvert. oui. Euh, qui pousse donc dans ces milieux-là. Donc, les ripisylves, ça va être vraiment des lieux hyper importants. Alors, on en a discuté l'autre jour un petit peu avec l'ONF parce que c'est finalement un parent pauvre de la forêt. Peu de monde s'y intéresse et c'est vrai que ce sont des sites qui ont une énorme importance en termes de réduction de l'impact des crues, de retenue des sols et finalement, voilà, c'est peut-être une forêt qu'il faut apprendre à aimer. C'est beau, comme dit comme ça. Donc ensuite, vous allez avoir toutes les zones humides un petit peu basses. Ces zones humides, donc des marais mouillés, on va retrouver ça par exemple ici, c'est la presqu'île d'Ambès, les marais de Montferrand. On va retrouver ça sur ici, bon, évidemment, là je parle d'exemples un peu proches de Bordeaux Métropole, mais on va retrouver aussi sur les marais de Blaye, Estuaire, etc. Là, vous avez le bocage, donc on va retrouver sur la vallée de l'Eau Blanche avec de très jolies orchidées, donc Orchis laxiflora. Et là, c'est pareil, on va retrouver des espèces de flore. Donc là, c'est la fritillaire pintade, ou encore quelques espèces d'orchidées, dont les plus intéressantes dans l'axiflora que je vous ai déjà montré, Orchis incarna et surtout Epipactis des marais, qui sont des espèces protégées. Donc ça, on va se retrouver sur ces zones-là, on va dire, euh, plus ou moins sauvages. Donc les marais mouillés, ça va être plutôt pour des activités type chasse et tonne. Les prairies asséchées, bon, ça va être plutôt pour de la pâture, de la fauche. Et puis tout ce qui est plus agricole, qu'on peut voir en bord d'estuaire. Je vous ai mis l'exemple pris du haut du phare de Patiras. Avec, d'ailleurs, on voit bien aussi l'estran estuarien et puis des terres très riches qui vont être utilisées à des fins agricoles. Donc là, on a des zones humides quand même à fort impact humain. Et puis, donc sur ces zones d'estran, alors l'estran, hein, c'est la zone qui est soumise au marais. Ici, on a un peu d'estran derrière la maison éco-citoyenne, hein, toute cette zone où la marée monte et la marée descend. On va avoir une végétation caractéristique, on va avoir des formations donc évidemment sur les parties basses hein, à l'intérieur des digues. Et si elles sont connectées par des porte-à-flots ou des écluses, on va avoir aussi à l'intérieur des marais, voilà, tel ici par exemple sur l'île Nouvelle. Et donc, c'est des zones assez intéressantes puisque cet apport des marais aux marais, c'est pas facile à dire quand on est bordelais. C'est des marais aux marais, hein, ça se dit comme ça. Des marais aux marais va donner du sédiment, va donner des graines, par exemple une fleur que l'on connaît, qui est l'angélique des estuaires, qui est une espèce endémique et très dépendante de ces conditions-là. Cet estran, là encore, peut servir à la gestion. Donc ici, vous avez nos camarades du CPE Médoc qui ont travaillé sur l'île Nouvelle dans le cadre du même programme que nous qui s'appelle Adapto, qui ont montré l'évolution d'un site de son époque agricole stricte à un site beaucoup plus naturel avec la présence de roselières, la réinstallation d'une forêt alluviale donc, sur ces milieux-là. Et cet estran, on le retrouve bien entendu sur la partie estuarienne, et puis on va le retrouver sur la partie bassin d'Arcachon à proprement parler, et toutes les zones littorales, avec soit des sédiments plus ou moins dus, des vasières, ou soit les présalés dont j'ai déjà pas mal parlé. Donc cet estran, c'est pareil, plutôt que de grands blabla, des choses que l'on peut voir, comme
les bernaches, comme tout ce qui est pêche à pied, coques, palourdes, crabes, etc. Hein, ça va être des lieux qui vont être très intéressants. Au niveau botanique, ben, les présalés sont intéressants, mais ils sont aussi intéressants pour faire des conserves. Hein. Les salicornes, par exemple, c'est le fameux cornichon de mer, qui vont être répartis en étages en fonction de leurs préférences. Mais toutes ces végétaux ont une même caractéristique, évidemment. En zone littorale marine, ils vont apprécier et tolérer le sel. Et puis, donc, on va avoir une biodiversité assez importante qui s'y développe en fonction des marées. C'est-à-dire qu'à marée haute et marée basse, évidemment, on n'aura pas les mêmes espèces. À marée haute, il y a plutôt toutes les petites bêtes qui étaient dans la vase en attendant que l'eau remonte, le benthos, vont sortir. Le plancton va être emporté et amené sur ces secteurs-là. Les petits poissons et alevins, il y a quelques mouettes qui vont chasser. Et à marée basse, eh bien, tout ce petit monde qu'on a vu tout à l'heure se planque dans la vase. Bon, certains ils vont se faire harponner par des oiseaux qui s'en nourrissent. Et puis, d'autres prennent le relais. Des insectes viennent sur les présalés se nourrir, que ce soit des insectes phytophages ou des insectes prédateurs. Et puis, des oiseaux viennent se nourrir de tout ça. Donc là, on a vraiment des milieux qui sont des zones humides très intéressantes, très importantes. Bon, si on aime les oiseaux, si on aime la botanique, c'est des endroits très intéressants aussi. Puis si on aime se balader dans des jolis lieux, ça va être des lieux toujours très attractifs. Et puis on va avoir notre plateau landais, qui va du Médoc jusqu'au Pays Basque, hein, donc quand même qui prend une grande partie. Ce plateau qui aujourd'hui est essentiellement forestier, mais qui était jadis plutôt une vaste lande, hein, d'où son nom, plutôt très humide, qu'on a beaucoup asséché par des crastes, hein, les fossés typiques qu'on va retrouver dans les landes pour justement, entre guillemets, gagner des terres toujours. Assainir, hein, toujours ces mots hein, qu'on retrouve dans ce vocabulaire. Et il reste quand même quelques petites reliques hein, de ces lieux-là. Alors, je vous dis, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les Landes, c'est un haut lieu de l'observation de grues sur toutes les zones naturelles qui se sont reformées aussi. Bon, alors, il y a des bases militaires, mais il y a aussi une ancienne carrière d'exploitation de lignite qui est donc la Arjuisance. Donc là, on a vraiment des sites qui redeviennent des zones humides par le biais des activités humaines qui finalement qui reviennent à l'état originel de ce qu'ils étaient dans les Landes, c'est-à-dire des milieux très tourbeux, très acides, où on peut retrouver par exemple toujours les Drosera, et où on va retrouver des paysages. Donc voici une petite lagune, ça c'est la lagune de Brocas. Voilà. Donc là, on voit, hein, c'est des lagunes très sombres. Alors, c'est vrai qu'il y a une dimension un peu mythique, voire mystique, ces eaux noires, hein, parce il y a beaucoup de matière organique non dégradée qui va donner cet aspect noir, mais c'est très riche en vie. Vous avez de très beaux tritons, par exemple, le triton marbré aime bien ce genre de milieu-là. Et puis, vous allez avoir les courants hein, qu'on va retrouver dans les Landes, courant de Huchet, il y a le courant de Contis, etc. Donc, ces petits cours d'eau qui se jettent dans l'océan. Et puis les lacs médocains avec aussi les zones humides. Donc ça, c'est ce que je vous disais, hein, entre l'étang du Cousseau et le lac de Carcan. Donc vous avez ces zones humides qui sont très belles. Bon, il y a beaucoup de tonnes de chasse. Donc là, on est vraiment sur du marais mouillé, mais bien mouillé, quoi. Il est mouillé comme il faut. Hein. Celui-là, il n'est pas souvent à sec, même en plein été. Vous avez beaucoup d'eau. Et puis, on va retrouver aussi en arrière-dune ce qu'on appelle les lettes. Alors, les lettes, on va les retrouver sur ce secteur-là, en fait. Donc, ça va être ces espèces de zones basses. Et avec les paléosols et puis les sols compactés aussi, hein, ça va être un peu imperméable et on va retrouver des petites mares, voilà, plus ou moins importantes. Donc là, on est à mi-misant. Et on va retrouver des bestioles de ce type-là. Voilà, lui, ce petit rigolo, il s'appelle le crapaud à couteau, hein, ou le Pelobate cutripède. Voilà. Et il vit dans les dunes, donc dans les zones sablonneuses. Alors, cutripède, ça vient du fait qu'il ait des petits couteaux sur les pattes arrière. En fait, en la journée, il s'enterre dans le sable et il ressort la nuit pour aller gober des petits insectes sur la dune. Mais évidemment, s'il n'a pas encore dans sa dune, dans sa lette, une petite marounette, eh ben, il n'a pas de quoi survivre et compléter son cycle. Donc, il est présent. Alors, c'est une espèce qu'on va retrouver au sud, après en Espagne, etc. On le retrouve là encore dans des milieux temporaires, c'est-à-dire que c'est vraiment un crapaud qui est capable de ne pas se reproduire pendant 5 ans parce qu'il fait très sec, et puis quand les conditions sont bonnes, il va le faire.
Et ici, on le retrouve à Biscarrosse, il y a une petite population. Voilà, il y a ça et là, comme ça, le long de nos dunes, on va retrouver cette bestiole-là. Et puis, je vous présente plein de choses, bon, je dirais pas exotiques, mais loin de chez vous, mais il ne faut pas oublier notre bonne vieille mare. C'est aussi un fossé, etc. Ça va être aussi des zones humides. Donc voilà, vous avez un petit exemple de mare dans l'entre-deux-mers qui malheureusement a été asséchée depuis, parce que les propriétaires devaient trouver ça ennuyeux à entretenir. Donc cette mare, alors j'allais dire mare des champs, parce qu'il n'y a pas réellement de mare naturelle, c'est souvent des lieux artificiels, hein. Une mare, ça peut être une relique de lavoir, ça peut être des abreuvoirs pour animaux, euh, mais ça va être quand même souvent aussi d'origine anthropique, mais ça a beaucoup favorisé les amphibiens. Ça peut être aussi une mare un peu moins funky, hein, voilà, les récupérateurs d'eau de pluie là, dans les résidences pour pouvoir ensuite alimenter les pompiers en cas de feu, d'incendie, mais ça peut être très riche, ça. Vous en avez partout entre deux mers, des trucs horribles avec du PVC noir. On se dit, mais c'est là-dedans, il n'y a rien qui vit. En fait, vous venez le soir avec une lampe de poche et vous avez plein de tritons à l'intérieur. Alors, je vous ai mis un dernier exemple. Voilà, je vous disais, là, c'est rue de la Rotonde de l'autre côté. Voilà, j'ai croisé un triton là, il y a 3 semaines. Euh, Où vit ce triton? Ben, il vit là. Je ne sais pas si vous voyez où c'est, mais les archives de Bordeaux Métropole, il y a toute une friche encore SNCF qui existe. Et dans cette friche, ben, il y a une zone imperméable, certainement une dalle de béton. Il y a de l'eau qui s'accumule là tous les hivers. Et donc, il y a plein d'espèces d'amphibiens qui vivent là, au cœur de la ville, au milieu du béton, sans que personne ne le sache. Et peut-être tout le monde les aura oubliés, à part moi, dans quelques années. J'espère que non. Mais voilà, c'est un bon entendeur, salut, si vous connaissez des gens qui savent ce qui va se faire là-dedans, parce que c'est un peu entre Réseau Ferré de France, Bordeaux Métropole Aménagement, etc. Je ne sais pas qui fait quoi, mais ce serait bien que cette petite mare soit conservée, parce que c'est vraiment un îlot de biodiversité au cœur de la ville. Voilà, conclusion, qu'importe le marigot, tant que l'eau y est, la vie s'y met. Voilà. Voilà, et j'ai tenu 62 minutes. J'ai fait. Chouette. Ah, je n'aurais pas cru avec tout ce qu'il y avait. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Il va dire stopping recording. Non, il n'a rien dit. Ah non. Ouais.